Expliquons-le d'abord. Ce qu'on appelle proprement l'obligation morale ne comporte pas l'exécution immédiate de l'acte, ni même d'une manière générale son exécution. Elle accompagne l'idée d'un acte possible et non pas nécessaire. Le devoir n'est donc plus en ce cas une impulsion irrésistible mais durable. Il est une obsession sublime. Comme l'a montré Darwin, nous acquérons vite l'expérience qu'un penchant n'est pas détruit par sa violation. Le mécontentement que nous éprouvons après y avoir désobéi nous prouve notre impuissance à déraciner l'instinct que nous avons eu le pouvoir de violer. Cet instinct peut être à chaque instant de la durée inférieure à la somme de forces qu'exige l'action à accomplir. Mais il apparaît dans la conscience comme devant remplir toute la durée et il acquiert ainsi une puissance d'un genre nouveau. Nous avons donc parmi les forces intérieures le sentiment d'une force qui n'est pas insurmontable, mais qui est pour nous indestructible, ou du moins qui nous semble telle d'après une série d'expériences. Sous ce rapport, l'obligation en son état le plus élémentaire et la prévision de la durée indéfinie d'un penchant impersonnel et généreux, l'expérience de son indestructibilité. Aussi n'y a-t-il pas conscience claire du lien de l'obligation avant qu'il n'y ait eu plus ou moins remords, c'est-à-dire persistance de l'instinct malgré sa violation. La faute est un élément nécessaire dans la formation de la conscience morale réfléchie. Ces deux dernières phrases modifient le texte suivant de la première édition. L'obligation sous ce rapport, c'est la prévision de la durée indéfinie d'un penchant, l'expérience de son indestructibilité. Aussi n'y a-t-il pas conscience claire du lien de l'obligation avant qu'il n'y ait eu plus ou moins remords, c'est-à-dire persistance de l'instinct malgré sa violation. La faute est un élément nécessaire dans la formation de la conscience morale. Au fond, c'est l'idée de temps qui commence à donner son caractère particulier à cet instinct du devoir où Kant ne voyait que la manifestation de l'intemporel. Dans l'entraînement de la passion, l'intensité actuelle des penchants entre seuls dans le compte des forces qui agissent sur le cerveau. L'avenir ou le passé n'ont pas d'influence. Or, le passé et l'avenir rappelés ou entrevus sont une condition de la moralité. La pression des grands instincts utiles à l'espèce se trouve accrue à l'infini lorsque dans notre imagination elle se multiplie par tous les moments du temps. Un être, pour devenir moral, doit vivre dans la durée. On connaît les exemples par lesquels Darwin montre que si les animaux avaient notre intelligence, leur instinct donnerait lieu à un sentiment d'obligation. Ce sentiment d'obligation, feeling, au point de vue dynamique, est indépendant de la direction effectivement morale ou non morale de l'instinct. Il dépend seulement de son intensité, de sa durée et de la résistance ou du secours qu'il rencontre dans le milieu. Supposons, dit Darwin, pour prendre un cas extrême, que les hommes se fussent produits dans les conditions de vie des abeilles. Il n'est pas douteux que nos femelles non mariées, à l'instar des abeilles ouvrières, considéreraient comme un devoir sacré de tuer leurs frères et que les mères tenteraient de détruire leurs filles fécondes sans que personne y trouve à redire. Voir The Descent of Man est notre morale anglaise contemporaine. On pourrait chercher une vérification empirique de ces théories sur le rapport de l'instinct et de l'obligation. Il faudrait pour cela continuer d'une manière méthodique les expériences commencées par Charcot et Richer sur ce que nous appelons les suggestions morales dans le somnambulisme provoqué. D'après ces expériences, un ordre donné à un somnambule pendant son sommeil est exécuté par elle au réveil plus ou moins longtemps après sans qu'elle puisse interpréter elle-même les raisons qui l'ont poussée à agir. Le magnétiseur semble avoir pu ainsi créer de toutes pièces une tendance intérieure, un penchant persistant dans l'ombre et s'imposant à la volonté du patient. Dans ces curieux exemples, le rêve du somnambule le domine et dirige encore sa vie après son réveil. C'est comme un instinct artificiel à l'état naissant. Voici par exemple un cas curieux observé par Richer. Il s'agit d'une femme qui avait la manie de ne pas manger assez. Un jour, pendant son sommeil, Richer lui dit qu'il fallait manger beaucoup. Étant réveillée, elle avait complètement oublié la recommandation. Cependant, les jours suivants, la religieuse de l'hôpital prit Richer à part pour lui dire qu'elle ne comprenait rien au changement accompli chez la malade. Maintenant, dit-elle, elle me demande toujours plus que je ne lui donne. Si le fait a été exactement observé, il y a là non seulement exécution d'un ordre particulier, mais impulsion inconsciente se rapprochant beaucoup de l'instinct naturel.
En somme, tout instinct naturel ou moral dérive, selon la remarque de Cuvier, d'une sorte de somnambulisme, puisqu'il nous donne un ordre dont nous ignorons la raison. Nous entendons la voix de la conscience sans savoir d'où elle vient. Pour varier les expériences, il faudrait ordonner à la patiente non seulement de manger, mais par exemple de se lever le matin tous les jours, de travailler assidûment. On pourrait en venir à modifier par degrés de cette manière le caractère moral des personnes, et le somnambulisme provoqué pourrait prendre de l'importance comme moyen d'action dans l'hygiène morale de quelques malades. Si on pouvait créer ainsi un instinct artificiel, nous ne doutons pas qu'une certaine obligation mystique ne s'y attachât. La première édition dit ne s'attacha à cet instinct, pourvu qu'il ne rencontra pas la résistance d'autres penchants préexistants et plus vivaces. On pourrait aussi faire l'expérience inverse et voir s'il ne serait pas possible d'annuler, par une série d'ordres répétés, tel ou tel instinct naturel. On dit qu'on peut faire perdre à une somnambule la mémoire, par exemple la mémoire des noms. On peut même, selon Richer, faire perdre toute la mémoire. Il ajoute: cette expérience ne doit être tentée qu'avec une grande prudence. J'ai vu survenir dans ce cas une telle terreur et un tel désordre dans l'intelligence, désordre qui a persisté pendant un quart d'heure environ, que je ne voudrais pas recommencer souvent cette tentative dangereuse. Si l'on identifie la mémoire, comme la plupart des psychologues, avec l'habitude et l'instinct, on pensera qu'il serait possible aussi d'anéantir provisoirement ou tout au moins d'affaiblir chez une somnambule tel instinct, même les plus fondamentaux et des plus obligatoires, comme l'instinct maternel, la pudeur, etc. Reste à savoir si cette suppression de l'instinct ne laisserait pas quelques traces après le réveil. La première édition dit: et maintenant il faudrait savoir si cette suppression de l'instinct, etc. On pourrait alors éprouver la force de résistance des divers instincts, par exemple des instincts moraux, et constater lesquels sont les plus profonds ou les plus tenaces, des penchants égoïstes ou altruistes. On pourrait en tout cas tenter l'expérience pour détruire les mauvaises habitudes ou manies héréditaires. On pourrait voir si une série d'ordres ou de conseils longtemps répétés pendant le sommeil pourrait atténuer par exemple la manie des grandeurs ou des persécutions. On commanderait d'aimer ses ennemis aux fous, qui se croient un objet de haine. On défendrait la prière aux fous, qui croient entrer en communication directe avec Dieu. En d'autres termes, on essaierait de contrebalancer une manie naturelle par une impulsion artificielle, créée pendant le sommeil. On aurait ainsi le somnambulisme, un sujet d'observation psychologique et morale bien plus riche que dans la folie. L'un et l'autre sont des détraquements du mécanisme mental, mais dans le somnambulisme provoqué, ce détraquement peut être calculé et réglé par le magnétiseur. Maintenant, pourquoi l'instinct moral, qui s'est trouvé en fait coïncider chez l'homme avec l'instinct social et humanitaire, est-il si impossible à assouvir et ne prend-il pas la forme périodique des autres instincts? Il y a deux sortes d'instincts, les uns portent à réparer une dépense de force, les autres à en produire une. Les premiers sont bornés par leur objet même, ils disparaissent une fois le besoin assouvi. Ils sont périodiques et non continus. La polyphagie, par exemple, est une rareté. Les autres rendent fort, tendent fort, souvent à devenir continus, inassouvis. C'est ainsi que chez certains organismes dépravés, l'instinct sexuel peut perdre son caractère habituel de périodicité et de régularité pour devenir nymphomanie ou satyriasis. Tout instinct portant une dépense de force peut devenir aussi insatiable. Débauche intellectuelle, amour de l'argent, du jeu, de la lutte, des voyages. Il faut distinguer aussi entre les instincts qui exigent une dépense de force variée ou ceux qui exigent toujours la même dépense. Ceux qui s'appliquent à un organe déterminé s'épuisent très facilement. Ceux qui renferment une série de tendances indéterminées, comme par exemple l'amour de l'exercice, du mouvement, de l'action, ne peuvent qu'être bien plus difficilement assouvis, parce que la variété de la dépense constitue une sorte de repos. L'instinct social et moral en tant que force mentale est de ce genre. Il est donc parmi ceux qui deviennent facilement insatiables et continus. Que se produit-il lorsqu'un instinct quelconque est ainsi devenu insatiable? Toutes les fois qu'il s'agit d'un instinct peu varié dans ses manifestations, il se produit un épuisement de l'organisme qui ne peut suffire alors à combler la dépense. La nymphomane n'a pas d'enfant. Une trop grande dépense cérébrale arrête aussi la fécondité, tue avant l'âge.
L'amour exagéré du danger et de la guerre multiplie les risques et diminue les chances de vie. Mais il y a de rares penchants qui peuvent devenir insatiables, sans s'opposer à la multiplication de l'espèce et en la favorisant au contraire. En première ligne est tout naturellement le penchant altruiste. C'est celui qui pouvait le mieux produire un sentiment fort et persistant après une satisfaction passagère. Même au point de vue physiologique, il est possible de montrer ainsi la nécessaire formation de l'instinct moral et social. L'instinct esthétique, qui porte l'artiste à rechercher les belles formes, à agir selon un ordre et une mesure, à parfaire tout ce qu'il fait, est très voisin des penchants moraux et peut comme eux donner naissance à un certain sentiment d'obligation rudimentaire. L'artiste se sent intérieurement obligé à produire, à créer des œuvres harmonieuses. Il est froissé par une faute de goût, aussi vivement que bien des consciences vulgaires par une faute de conduite. Il éprouve sans cesse au sujet des formes, des couleurs et des sons ce double sentiment de l'indignation et de l'admiration qu'on pourrait croire réservé aux jugements moraux. L'artisan même, le bon ouvrier, fait avec complaisance ce qu'il fait, aime son travail. On peut consentir à le laisser inachevé, à ne pas polir son œuvre. Cet instinct, qui doit se retrouver jusque dans l'oiseau bâtissant son nid et qui a éclaté avec une puissance extraordinaire chez certains tempéraments d'artistes, chez un peuple comme les Grecs, aurait pu sans doute, en se développant, donner lieu à une obligation esthétique analogue à l'obligation morale. Mais l'instinct esthétique n'était lié qu'indirectement à la propagation de l'espèce. Pour cette raison, il ne s'est pas généralisé assez et n'a pas acquis une intensité suffisante. Il n'a pris de réelle importance que là où il touchait à la sélection sexuelle. Dans les rapports des sexes, le goût esthétique a quelque chose d'un lien moral. Le dégoût, si on veut lui faire violence, s'achève en une sorte de remords. Le dégoût esthétique qu'éprouve un individu pour certains individus de l'autre sexe s'observe jusque chez les animaux. On sait qu'un étalon déteignera les juments trop grossières auxquelles on veut l'accoupler. Chez l'homme, ce même sentiment, lié d'ailleurs à une foule d'autres sociaux ou moraux, produira des effets bien plus marqués. Les négresses que leur maître voulait accoupler comme les animaux et marier de force à des mâles choisis par eux sont allés jusqu'à étrangler les enfants de cette union forcée. Et pourtant la promiscuité est fréquente chez les nègres. Un homme qui cherche à assouvir son désir brutal avec une femme physiquement et esthétiquement trop au-dessous de lui en éprouve ensuite une honte intérieure. Il a le sentiment d'une dégradation de la race. La jeune fille qui épouse afin d'obéir à ses parents un homme qui lui déplaît a pu ensuite ressentir un dégoût assez fort, assez voisin du remords moral pour se jeter par la fenêtre de la chambre nuptiale. En tous ces exemples, le sentiment esthétique produit les mêmes effets que le sentiment moral. Génie et beauté obligent. Comme toute puissance que nous découvrons en nous, il nous confère à nos propres yeux une dignité et nous impose un devoir. Si le génie avait été absolument nécessaire à chaque individu pour vaincre dans la lutte de la vie, il se serait sans doute généralisé. L'art serait aujourd'hui un fond commun aux hommes, comme la vertu.